Monument de tous les superlatifs, l'Arc de Triomphe est emblématique de Paris et son histoire s'est écrite avec celle de la France. Chef-d'œuvre de l'architecture néoclassique, l'Arc de Triomphe de l'Étoile est un monument populaire et pourtant si méconnu. Et si l'on attribue souvent sa construction à Napoléon, on oublie parfois qu'il fut l'œuvre de plusieurs souverains jusqu'à s'imposer comme un monument au cœur de la République. Nous vous proposons de vous raconter l'histoire de ceux qui ont fait l'Arc de Triomphe. L'histoire de l'Arc de Triomphe commence au lendemain de la Révolution avec celle d'un général, Napoléon Bonaparte, qui va peu à peu s'imposer jusqu'à devenir l'empereur des Français. En août 1802, une écrasante majorité de Français désigne Napoléon comme consul à vie, avec la possibilité de désigner son successeur. Qu'est-ce que c'est qu'un consul à vie qui peut désigner son successeur? Eh bien, c'est un empereur. Il va générer des bouleversements majeurs, notamment avec le Code Napoléon. Quand il conquiert l'Europe, grâce à la Grande Armée naturellement, parce qu'avec un commandant comme Napoléon, on peut tout conquérir, on peut tout espérer. Il est un chef, un stratège absolument génial. Napoléon remporte la bataille d'Austerlitz le 2 décembre 1805, tout juste un an après son sacre. La victoire d'Austerlitz est un modèle de tactique militaire. Et à l'issue de la bataille, Napoléon va s'adresser à la Grande Armée pour les féliciter et leur promettre de garder le souvenir de cette bataille exceptionnelle. Et de retour à Paris, début 1806, il va ordonner la construction de deux monuments, l'Arc de Triomphe du Carrousel dans la cour du Louvre qu'on voit aujourd'hui pour commémorer la bataille d'Austerlitz et un Arc de Triomphe à la gloire de la Grande Armée qui a été vraiment extraordinaire. Austerlitz, c'est la plus belle des victoires, parce que c'est aussi la plus étrange. Imaginez 250 000 hommes massés sur la côte atlantique, prêts à envahir l'Angleterre, qui tout d'un coup partent vers l'Allemagne à marche forcée, en pleine nuit, on ne sait pas où ils sont, c'est une armée qui se déplace en cachette et qui fond sur Vienne, parce qu'Austerlitz, avant Austerlitz, il y a déjà des victoires, il y a déjà Ulm, il y a déjà la prise de Vienne et Napoléon qui dort à Schönbrunn. Donc Austerlitz arrive comme une sorte d'apothéose de cette campagne éclair extraordinaire. Le décret qui ordonne l'érection de cet arc de triomphe est signé le 18 février 1806 et il prévoit qu'il sera construit, doit être construit à l'entrée des boulevards à côté de l'emplacement de la Bastille. Le sujet va être travaillé et puis finalement on ne va pas trouver comment installer sur cette place qui n'a pas vraiment de forme un arc de triomphe. On va chercher des solutions alternatives, il sera envisagé même de la mettre sur la place de la Concorde, devant le pont de la Concorde, et puis cette place de l'Étoile, la place sur laquelle nous sommes là aujourd'hui, est vierge de tout projet. Rien n'a jamais été construit sur cette place. Or, elle est une perspective extraordinaire quand on est dans le Palais des Tuileries, qui est la résidence royale à Paris de l'Empereur, au bout de l'avenue des Champs-Élysées. Donc c'est ce schéma-là que le ministre de l'Intérieur, Champagny, va pousser et va faire accepter par l'Empereur. Napoléon Ier charge l'architecte Jean-François Thérèse Chalgrin d'imaginer un arc de triomphe dont les proportions relèvent véritablement du défi architectural. Après plusieurs propositions, la première pierre est posée le 15 août 1806, jour de l'anniversaire de l'empereur. Progressivement, les piliers sortent de terre et le chantier va véritablement s'accélérer en 1810. Napoléon ne s'est pas caché de son objectif, créer une dynastie. Et pour ce faire, il épouse un ventre, il le dit très clairement. Or, l'archiduchesse Marie-Louise appartient à une des plus grandes familles d'Europe, une des plus anciennes monarchies, les plus puissantes monarchies européennes, les Habsbourg. Elle a 18 ans, elle appartient à une famille absolument prolifique, donc c'est plutôt bon signe. Donc une alliance avec l'Autriche, qui est un des ennemis héréditaires de la France, évidemment, ça peut être l'assurance d'installer la paix en Europe. À l'occasion du mariage de Napoléon et de Marie-Louise, le cortège
doit passer par cet emplacement-là. Et c'est ça qui est offert à Chalgrin, l'architecte du monument, d'avoir la possibilité de construire l'arc taille réelle, en charpente et en toile en trompe-l'œil, pour que le cortège, qui va venir de Saint-Cloud, le mariage civil a lieu à Saint-Cloud, résidence impériale aussi, va pouvoir passer sous cet arc éphémère et se rendre au musée du Louvre pour le mariage religieux. Chalgrin, qui est donc le premier architecte de l'arc, va affiner ses plans à cette occasion. Il va réaliser que la proportion de l'attique doit être légèrement modifiée et il va prévoir aussi un léger ressaut pour l'arche principale, qu'elle soit légèrement entrée dans le plan de la façade pour que tout ne soit pas sur le même plan. Donc les dernières modifications du plan interviendront à cette occasion-là. Après avoir atteint son apogée en 1810, l'Empire s'effondre en 1814. Malgré un retour bref de Napoléon lors de l'épisode des 100 jours, l'empereur ne verra jamais le monument terminé de son vivant. À la fin de l'Empire, l'Arc de Triomphe ne s'élève que d'une vingtaine de mètres sur les 50 prévus. Napoléon exilé, l'Empire dissous, le projet de l'Arc de Triomphe va rester inachevé pendant presque 9 ans. Et il va devenir un projet de plus en plus embarrassant pour les rois qui se succéderont au cours de l'épisode de la Restauration. Louis XVIII est le frère de Louis XVI, il est le comte de Provence, il est évidemment le candidat Bourbon, le candidat naturel au trône de France maintenant que l'Empire s'est effondré. Il va donc mettre en place un régime parlementaire à l'anglaise, en somme. Le roi décide et il y a 2 chambres pour l'aider à décider. Il octroie aux Français une charte, la charte constitutionnelle de 1814, qui installe un régime plutôt libéral. Donc Louis XVIII a bien compris qu'il fallait intégrer à son mode de gouvernement des acquis réalisés par la Révolution et par l'Empire. En 1823, Louis XVIII ordonne la reprise des travaux de l'Arc de Triomphe, qui était arrêté depuis 9 ans. Alors que le projet de l'Arc de Triomphe était dédié à la Grande Armée dans le projet initial par Napoléon, Louis XVIII le dédie à l'Armée royale des Pyrénées et nomme à sa tête un nouvel architecte, Jean-Nicolas Huyot. Moins d'1 an après la reprise des travaux, Louis XVIII meurt et Charles X monte sur le trône avec la ferme intention de terminer les travaux en l'honneur de l'Armée des Pyrénées. Charles X est le dernier roi de France, c'est le comte d'Artois, c'est le petit frère de Louis XVI et Louis XVIII. À la différence de son frère Louis XVIII, c'est un ultra-royaliste. Il ne comprend pas que la Révolution et l'Empire sont passés. Il voudrait rétablir le pouvoir royal dans ce qu'il était avant la Révolution, et c'est ce qui causera sa perte. Il va gouverner par ordonnance en prenant des lois très restrictives sur la presse, et notamment une censure extrêmement dure. La France a vécu trop de choses pour accepter ce retour en arrière. Au cours de la Restauration, plusieurs architectes vont y collaborer. Huyot a été nommé par Louis XVIII. Louis-Robert Gouste y contribuera ensuite. Huyot reprendra la main et on arrive à la fin du règne de Charles X. Les voûtes sont achevées et elles sont décorées des caissons qu'on connaît aujourd'hui. Et on en est à l'entablement. L'attique, la dernière partie du monument, n'est pas commencée. Le règne de Charles X prend fin avec les journées révolutionnaires de juillet 1830. La rue est contre lui, le peuple parisien entend être restauré dans les droits qu'il a acquis depuis la Révolution. C'est par un soulèvement populaire que le règne de Charles X prend fin en France. Les journées révolutionnaires de 1830 vont conduire à l'instauration d'un nouveau régime tourné vers l'idée de concorde nationale, et l'Arc de Triomphe va totalement s'inscrire dans ce projet politique. Louis-Philippe est un Orléans. Il appartient à la branche cadette des Bourbons. Il est donc un cousin de Charles X, le roi qui vient d'être chassé du pouvoir. Comme son père, Philippe Égalité, il a eu des sympathies révolutionnaires. Il a fait partie du club des Jacobins, il s'est battu à Valmy, il s'est battu à Jemmapes.
Donc, il est vraiment plutôt le partisan il a été le partisan de la Révolution française. Donc, c'est lui qui, après avoir été désigné comme lieutenant général du royaume, est intronisé et non pas sacré, est intronisé roi des Français et non pas roi de France. Quand il est dans la rue, il est en complet veston, chapeau haute forme, il serre la main aux citoyens. Pensez à Louis XVI, dont on n'est pas si loin, ça n'a plus rien à voir. C'est un régime politique libéral, dirigé par un roi bourgeois. Je crois que c'est comme ça qu'on peut résumer la monarchie de Juillet. Quand Louis-Philippe accède au pouvoir, il faut se souvenir que la dédicace qui est en cours pour l'Arc de Triomphe, c'est à l'armée royale du Pyrénées. C'est quand même une dédicace un peu étriquée quand on regarde l'ampleur du monument. Et donc il va décider d'une nouvelle dédicace pour l'Arc de Triomphe aux armées de la Révolution et de l'Empire. Le dernier architecte de l'Arc de Triomphe, celui qui va terminer les travaux, sera Guillaume Abel Blouet, qui est nommé en 1832. C'est l'homme de la juste mesure, Louis-Philippe. Ni retour en arrière, ni violence révolutionnaire. Il faut trouver la juste mesure pour le bonheur du peuple français. Les décors qui sont mis en place sur l'Arc de Triomphe cherchent à l'équilibre entre la Révolution et l'Empire pour répondre à la dédicace. Et plusieurs exemples de ça. Au nord, on y trouve la bataille d'Austerlitz pour l'Empire, pendant qu'au sud, on y trouve la bataille de Jemmapes. Sur la façade face aux Champs-Élysées, on a d'un côté le départ des volontaires de 1792, la Révolution, pendant qu'à gauche, on a le triomphe de Napoléon, l'évocation de l'année 1810. On répond à cette recherche d'équilibre. La dédicace finale du monument, on la trouve aujourd'hui dans le musée, sur un des tympans à l'intérieur du musée. L'Arc de Triomphe est finalement inauguré le 29 juillet 1836, au terme de 30 années de construction. Ce moment tant attendu devait être l'occasion d'organiser sur place une grande fête, mais le contexte sécuritaire ne le permettra pas et seules 11 personnes seront présentes ce jour-là. On y dévoile les noms des batailles et des généraux qui décorent les piliers, et cette liste sera mise à jour régulièrement jusqu'en 1895. Le 15 décembre 1840, les cendres de l'empereur Napoléon Ier sont rapatriées à Paris, et c'est par l'Arc de Triomphe que le corps de l'empereur rejoint les Invalides. Après un bref retour à la République, qui consacrera le monument au culte civique et militaire, Louis-Napoléon Bonaparte va fonder le Second Empire en 1852. L'héritage de Napoléon Ier est remis en lumière et l'Arc de Triomphe va progressivement s'imposer comme un monument au cœur de la vie publique. Napoléon III est un neveu de Napoléon Ier. Et comme lui, il va arriver au pouvoir à moitié par des voies légales, à moitié par un coup d'État, puisqu'il sera le premier président de l'histoire de la République française, très jeune d'ailleurs à 40 ans, mais aussi le second empereur de l'histoire de France. Donc c'est un petit peu le même genre de trajectoire, les succès militaires en moins naturellement. Napoléon III, un an après le coup d'État, le 2 décembre 1852, va organiser son entrée dans Paris. L'Arc de Triomphe est toujours la frontière de Paris, la barrière de l'Octroi est en haut des Champs-Élysées. Il va entrer dans la ville par l'Arc de Triomphe à la tête de ses troupes, reliant son règne aux gloires militaires de son oncle. Chaque 15 août du règne de Napoléon III sera dédié à la célébration de l'anniversaire de Napoléon Ier. Des illuminations seront prévues sur le monument et des feux d'artifice seront même tirés pour les Parisiens. Au cours du Second Empire, l'Arc de Triomphe va connaître une grande période de travaux qui vont totalement transformer son environnement. Faire de Paris une capitale moderne, le fleuron du Second Empire, c'est le rêve de Napoléon III. Déjà prisonnier au fort de Ham, il a un grand plan géant de Paris sous le nez. Il y trace des boulevards, il y éradique des quartiers. Son bras armé pour réaliser ce projet sera le préfet Haussmann. On a là l'alliance de deux contemporains qui ont un même rêve, mais avec un homme d'action et le rêveur qui est Napoléon III. Sur la place de l'Étoile, qui a toujours été un carrefour routier, c'était le croisement de plusieurs chemins, mais là, le projet va aboutir à ce qu'on connaît aujourd'hui, les 12 avenues qui sont rayonnantes tout autour. La destruction de la barrière de l'Octroi, c'était encore la frontière de Paris. Bon, là, on va étendre Paris à la fin du règne de Napoléon III. Donc, hop, on supprime la barrière de l'Octroi.
Et puis, toutes les constructions autour, tous les hôtels particuliers autour vont prendre une uniformité qui sera définie très précisément, y compris les jardins qui sont devant eux, y compris les grilles, les candélabres. Toute l'unité qui fait la force aujourd'hui du projet est déterminée à ce moment-là. La limitation aussi de la hauteur des constructions pour que l'arc continue de rayonner, de rester en maître au milieu de sa place est définie là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on est sur la terrasse de l'Arc de Triomphe, on est à la fois à la hauteur des toits qui nous entourent, sans rien qui le surplombe, et on a cette vision extraordinaire. On trouve dans les mémoires d'Haussmann que le projet de la place de l'Étoile et des avenues qui sont autour fait partie des projets dont il est le plus fier. On est à l'ère des chemins de fer, du gaz, de l'électricité, il faut l'eau courante dans les maisons. C'est ça une capitale moderne. Napoléon III a vécu en Angleterre. Il a vécu aux États-Unis, il a vécu en Allemagne, il a vu ce que c'était qu'une grande ville moderne, il a vu ce que c'était des parcs et des squares comme en Angleterre. Il veut la même chose pour sa ville de Paris, qui est encore une ville quasiment médiévale, avec des quartiers insalubres et des bicoques et l'absence totale d'espaces verts. Il veut révolutionner tout ça. Jamais peut-être la France n'avait connu une ère de prospérité et de légèreté telle et d'ambition pour que cette prospérité infuse à toute la société. Ça, on le doit à Napoléon III. Ainsi s'achève notre plongée au cœur de l'histoire de ceux qui ont fait l'Arc de Triomphe. Vous l'avez compris, si Napoléon souhaitait ce monument pour sa grande armée, les souverains successifs l'auront transformé en monument de concorde nationale. Plus tard, l'Arc de Triomphe trouvera sa place au cœur de la République, avec notamment l'arrivée du soldat inconnu, qui le transformera en temple de la mémoire.